Bonjour. Si je viens vous parler des conditions d'expression du talent, c'est que je travaille avec des sportifs depuis quelques années et sous pression forte, dans les moments à forts enjeux comme les Jeux Olympiques, certains sportifs ont parfois du mal à exprimer l'ensemble de leur talent dans ces moments-là. Les symptômes sont souvent des yeux qui partent dans le vide, des pensées irrationnelles, ils ont des poussées d'adrénaline qui leur font perdre toutes les sensations dans ces moments-là et in fine, ils ont vraiment du mal à exploiter l'ensemble de leur potentiel. Je me suis donc demandé comment je pouvais les aider parce que travailler pendant des années et des années pour au final ne pas pouvoir catalyser l'ensemble de leurs talents, ça devenait dommage et frustrant. Pour ça, j'ai réfléchi un petit moment et j'ai essayé de trouver une image toute simple qui est le saut à ciment, qui serait l'illustration en fait de ce que serait un sportif de haut niveau parfait sous pression forte, c'est-à-dire qu'il serait à la fois épais par le fond et flexible sur les côtés. Épais par le fond, pourquoi? Parce qu'il faut imaginer qu'on remplit ce saut, notre sportif, d'un ensemble de talents jusqu'à ras-bord. On y oppose une pression forte qui serait par exemple un podium Jeux Olympiques. Si le talent s'écoule par le fond, alors je me retrouve avec un saut vide, un athlète vide de son talent et une impossibilité d'exploiter l'ensemble de ses ressources en ces moments-là. L'autre entrée de ce saut, c'est sa flexibilité. Souvent, lors d'un pas d'Europe, d'un pas du monde, Jeux Olympiques, euh, il y a l'intox de l'adversaire, il y a la pression de la fédération, il y a le mauvais mot du coach au mauvais moment. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres qui font que l'individu, s'il ne se déforme pas dans ces moments de contrainte imprévus, il risque de fissurer, le talent risque de sortir, on va se retrouver là encore avec un saut vide et une impossibilité d'exploiter son potentiel dans ces moments-là. Tout l'enjeu, c'est donc de permettre à l'athlète de devenir à la fois épais et flexible pour rester étanche à la pression des moments importants pour lui. Le saut personnel, le premier élément du saut personnel que j'aime à développer, c'est accepter l'incertitude du moment tout en dépassant ses doutes et ses peurs. En 2010, j'ai donc mené une expédition au Groenland qui consistait d'aller à la rencontre du peuple inuit tout en naviguant à travers les icebergs. Et quand j'ai monté mon expédition, je manquais un petit peu de moyens financiers. J'ai reçu mon bateau, mon Hobie 416, qu'au dernier moment. Et finalement, j'ai réussi à ne naviguer que deux après-midi avant d'envoyer mon bateau au Groenland. Et sur ces deux après-midi-là, j'ai dessalé. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu rempli de doutes. Je commençais à me demander comment j'allais faire pour partir au Groenland dans ces conditions-là. D'autant que l'eau est à moins 1 degré, elle gèle à moins 1,8 et que la durée de vie est d'environ 10, 15 minutes, 20 minutes suivant les combinaisons qu'on peut avoir une fois dans l'eau. J'ai encore plus douté en arrivant sur place parce que j'avais prévu tout un ensemble de combinaisons, tout un ensemble de choses qui devaient me permettre, au cas où je tomberais dans l'eau, de survivre. Et en arrivant, en fait, mon bagage avait été perdu à Paris et je me suis retrouvé sans bagage, quoi. Donc je me suis dit comment je vais faire et c'était pas gagné. Et finalement, j'avais vraiment envie d'y aller. Je voulais vraiment pas avoir fait tout ce travail en amont pour rien. Et donc j'ai trouvé une combinaison semi-étanche. J'ai pris des bottes à un chasseur, j'ai mis du grey tape autour des jambes. Je suis allé prendre des tuyaux réellement dans le sable. J'ai mis des boots, j'ai graphistolé une ceinture de trapèze et je suis parti sur l'eau. Finalement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas dessalé. Mais si je n'ai pas dessalé, c'est que je me suis uniquement concentré sur une chose, la seule chose qui me permettrait de ne pas dessaler, c'est une chose très pragmatique, toute simple, c'était de ne pas mettre mon écoute de grand voile dans le taquet de GV pour ne pas dessaler dans les moments forts ou dans les risées un peu importantes ou dans les vagues. Tout ça pour dire quoi? Que la performance est incertaine et qu'elle est non proportionnelle au travail ou à la qualité du travail. Bien sûr que le volume de travail et la qualité du travail vont permettre d'aider à réaliser une performance, mais tant que cette performance n'est pas réalisée, de toute façon, on n'a pas encore catalysé son talent dans ce moment-là, donc par essence, elle est incertaine. Elle n'est le fruit que de ce qui est fait dans l'instant T, à ce moment-là précis. Tout ce qui fait en amont, ok, ça va nous aider, mais c'est en rien un gage de réussite à certain pour ce moment T. Tout ce qui va faire la performance, c'est l'investissement total et pragmatique dans l'instant présent en dépassant ses doutes et ses peurs. C'est réussir à vaincre ses doutes et ses peurs
pour réaliser la performance. La performance ne sera qu'une conséquence. Mais vaincre ses doutes et ses peurs, c'est vraiment quelque chose de difficile. Ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle connaître et prévenir ces boîtes noires. Les boîtes noires, finalement, ce sont des comportements réflexes sous pression forte qui peuvent se traduire par la colère, la perte de contrôle de soi. Le meilleur exemple est par exemple Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde de 2006, lorsqu'il vient mettre un coup de boule à l'Italien. Il perd complètement le contrôle de lui-même et finalement il n'utilisera pas l'ensemble de son potentiel dans ce moment important pour lui. Tout l'enjeu, c'est donc de réussir à dépasser ses doutes et ses peurs, mais dépasser ses doutes et ses peurs, c'est quelque chose d'extraordinairement dur. Ce que je vois à travers mon métier de coaching, c'est que souvent ça vient percuter des croyances profondes qu'on a en nous-mêmes et envers les autres et envers l'environnement. Et dépasser ses doutes et sa peur, penser hors cadre, mettre en avant sa singularité et oser la mettre en place dans ces moments-là forts, c'est vraiment quelque chose vraiment extrêmement dur. La résistance au changement est donc un facteur déterminant pour pouvoir catalyser son talent. Celui qui a un talent énorme mais qui fait exploser ses boîtes noires en permanence dans les moments importants ne réussira jamais à exploiter complètement son talent dans ces moments-là. Le dernier élément du saut personnel, c'est l'adaptation à l'imprévu. Une des entrées courantes dans le milieu du sport, c'est de répéter pour ancrer, automatiser, pour pouvoir s'adapter à un geste technique, etc., qui ne sera jamais exactement le même qu'à l'entraînement. Et la deuxième entrée, qui est peut-être la plus importante pour pour avoir des conditions de catalysation optimales de son talent, c'est de s'adapter à l'imprévu lui-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on se préparait pour des enjeux, pour des régates, mais finalement, les codes pour lesquels on se prépare ne sont jamais exactement ceux qu'on va avoir à se confronter en situation. Donc finalement, à l'entraînement, j'essaie de changer continuellement ces codes. Je vais déplacer la bouée au vent, je vais changer la ligne de départ pour que mes athlètes s'adaptent en permanence à ces situations. Donc développer l'épaisseur et la flexibilité du saut personnel, c'est ce qui va permettre à l'athlète de rester étanche dans les moments de forte pression. S'il existe un saut personnel, il existe aussi un saut collectif. Le saut collectif étant, de mon point de vue, un ensemble de sauts personnels, un ensemble de talents personnels qui doivent se catalyser au sein même du collectif. Et le premier élément pour catalyser l'ensemble de ces sauts personnels au sein du collectif, c'est de donner un sens personnel de son investissement au sein du collectif. En 2006, j'ai été champion d'Europe avec mon frère en équipage en 4,70. Et après la régate, on est monté sur le podium, on nous a donné une médaille, la Marseillaise est arrivée, etc. Et je m'étais dit, à ce moment-là, je vais avoir une bouffée de joie extraordinaire, quelque chose va se passer. Et finalement, il ne s'est strictement rien passé. J'étais vide, il ne se passait rien, je sentais bien que je n'avais pas la vibration, quoi. On est descendu, tout le monde m'a dit « Ouais, c'est génial, t'es champion d'Europe, c'est génial !» Ouais, c'est super, c'est génial. Mais moi, je ne ressentais rien, quoi. Finalement, ça m'a un petit peu déstabilisé et le retour à l'entraînement était un petit peu difficile derrière parce que finalement, j'avais perdu la raison de me battre, quoi. Pourquoi autant d'entraînement pour aller faire de la régate? Finalement, je serais peut-être mieux à faire autre chose le dimanche, quoi. Et finalement, j'ai réfléchi pourquoi j'avais commencé la voile, etc. Et moi, j'arrive d'un petit bled en Vendée, dans le sud de Vendée. Et en fait, quand on m'a dit si tu continues comme ça à exprimer ton talent, c'était pas exactement dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, tu vas beaucoup voyager. Et moi, ça m'avait complètement ouvert les yeux et c'était ça qui me faisait vibrer. Et finalement, voyager, et ensuite est venu le fait de me connaître dans les moments à forts enjeux, connaître mon environnement, et puis rencontrer des personnes partout à travers le monde, c'était ça mon charbon, c'était ça la réponse au pourquoi de mon investissement. Et puis la médaille pour la médaille, certes c'était bien pour mon ego, mais ce n'était pas forcément ce qui me motivait le plus. Et donc c'est une fois que j'ai retrouvé les raisons de mon investissement, le pourquoi de mon investissement, que j'ai pu remettre mon énergie pour venir enrichir le projet collectif que je menais avec mon frère. Et ce projet collectif, j'ai la conviction qu'il doit aussi répondre au pourquoi. C'est-à-dire que si on veut une symbiose totale dans l'équipage, si on veut que toutes les forces de l'équipage soient tendues vers l'objectif, il faut
on arrive collectivement à répondre à ce pourquoi de notre énergie ensemble vers l'objectif. Et avec mon frère, la réponse était simple, c'était de mener une histoire familiale au plus haut niveau, se connaître énormément. Et aujourd'hui encore, on apprécie ces 12 ans passés ensemble. Voilà. Et si le sens à la fois individuel et collectif est important, il y a 4 catalyseurs extrêmement importants qui doivent venir agglomérer l'ensemble de ces sauts individuels. C'est ce que j'appelle la bienveillance, le parler vrai, la solidarité et l'autodétermination. La bienveillance, pourquoi? Parce que sans bienveillance, la parole ne va pas pouvoir circuler dans les projets. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser se parler. Il faut vraiment essayer de mettre en place, en tout cas c'est ce que je fais dans le cadre de mon métier d'entraîneur de haut niveau, essayer de mettre en place une liberté de parole où les gens ne vont pas se sentir jugés. Dès lors que je sens qu'il y a du jugement, j'arrête, j'explique et on repart sur de bonnes bases. Le deuxième élément, c'est le parler vrai. Il est assez rare de mener des projets complètement, de manière complètement bisounours. Il existe toujours des points durs. Il faut réussir à ce que chacun des éléments du groupe développe sa singularité, ose donner sa singularité, ose se positionner dans le groupe, quitte à parfois déranger. Et pour ça, il faut réussir à se dire les choses, parler vrai, savoir déranger, mais avec beaucoup de bienveillance. Lorsqu'on n'est pas d'accord, vraiment dans mon groupe d'équipe de France, j'incite fortement les gens à essayer de s'exprimer. Et si je vois qu'ils ne sont pas complètement dans l'expression totale, je le vois souvent dans l'expression de leurs gestes, de leur comportement, je les fais répéter et j'essaie vraiment de trouver la raison de leur problème, quoi. C'est ce que j'appelle le parler vrai, c'est récurer la casserole vite et bien. Il ne faut pas attendre qu'elle accroche au fond. Une fois qu'elle accroche, c'est déjà trop tard. Le troisième élément, c'est donc la solidarité. C'est savoir amplifier son partenaire pour lui dire « Ok mon gars, tu es dans un moment dur, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Moi aussi j'aurai un moment dur et j'espère que tu seras là pour moi et pour avancer sur l'objectif commun. » Mais qui dit solidarité ne dit pas être motivé pour la personne. J'entraîne actuellement un groupe de 4 bateaux. Et la particularité de l'équipe de France de voile, c'est que ce sont plusieurs équipages qui doivent s'entraîner ensemble, alors même qu'ils sont adversaires en régate. Donc c'est potentiellement et souvent source de conflits dans les équipes de France. Et donc j'essaye que mes équipages se respectent. Mais c'est vraiment difficile, et en tout cas, j'ai beau le décréter, s'ils ont décidé qu'elles ne se respecteraient pas, elles ne se respecteront pas. Donc la seule chose que je peux mettre en place, c'est mettre un contexte qui va leur donner envie de se respecter. On ne peut pas être motivé pour ces personnes-là, mais on peut essayer de mettre en place un contexte qui va leur donner envie d'être motivés pour l'objectif. Donc dans le cas des équipes de France, eh bien je laisse beaucoup libre à la parole, je fais beaucoup de parler vrai, de bienveillance, je mets en place un règlement et je le fais respecter. Et j'explique beaucoup les relations interpersonnelles ou bien sûr leur intérêt personnel qu'ils ont à ce que le projet collectif fonctionne positivement. En conclusion, donc, ce saut, à la fois personnel et collectif, si on souhaite que les conditions d'expression du talent soient bonnes sous pression forte, il faut qu'il soit épais par le fond et flexible sur les côtés. La structure d'accueil du talent est donc peut-être, à mon sens, le premier talent à avoir ou à construire. Je vous remercie.